Bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous tous. Très heureux de vous retrouver à l'occasion de ce live Facebook, à l'occasion bien sûr de notre ASICS Saint-Élion 2021. Très heureux de vous retrouver 6 mois en avance par rapport à ce rendez-vous de fin d'année. On va avoir beaucoup de plaisir à se retrouver physiquement sur la ligne de départ pour vous qui prendrez le départ de Saint-Étienne ou sur la ligne d'arrivée pour vous qui serez finisher de la version longue. Ce soir, on a décidé de commencer ensemble à échanger. Une soirée qui se veut bien sûr interactive, pendant laquelle on vous présentera 4 amateurs éclairés. Ces 4 amateurs éclairés sont répartis sur l'ensemble des distances. Ils sont représentatifs de ce que vous êtes, c'est-à-dire soit des champions capables de réaliser un temps sur cette ASICS Saint-Élion 2021, soit des amateurs qui allaient tout simplement tenter de réussir votre challenge, celui de franchir la ligne d'arrivée. Vous vous retrouverez très certainement au sein de l'un des amateurs éclairés que l'on a choisi. On aura également avec nous dans quelques minutes Thomas Laure-Blanchet. Thomas Laure-Blanchet, par écran interposé, ce sera votre coach pour vous qui avez d'ores et déjà téléchargé votre plan d'entraînement. Vous êtes déjà plus de 4500 en moins de 5 jours à l'avoir fait. Thomas Laure-Blanchet qui viendra partager avec nous ses connaissances sur ce plan d'entraînement et qui viendra bien sûr répondre à vos questions, puisque tout au long de ce Facebook Live, vous pourrez poser vos questions en direct grâce bien sûr à notre adresse Facebook. N'hésitez surtout pas, bien sûr, si vous avez d'ores et déjà des questions, à le faire dès maintenant. On y répondra avec grand plaisir. Un des amateurs éclairés nous fera le plaisir d'être présent avec nous sur ce plateau. On échangera bien sûr avec lui. Et puis Laurent nous partagera son expérience sur les équipements nécessaires pour participer à une Saint-Élion. Non seulement bien sûr les chaussures, mais l'ensemble des équipements nécessaires pour le faire. Sur ce plateau, dans quelques minutes, conditions sanitaires obligent, l'ensemble d'entre nous est soit testé, soit vacciné. Mais pour se remettre dans l'ambiance, si vous étiez avec nous en 2019, vous verrez peut-être sur les images. Si vous n'étiez pas avec nous et si l'ASICS Saint-Élion 2021 sera votre première synthé, voilà ce que c'est la Saint-Élion. En tout cas, voilà ce que c'était l'ambiance en 2019. Alors j'imagine la tête de celui ou celle qui est passé par hasard sur ce Facebook Live et qui m'a entendu dire l'ambiance de la Saint-Élion, c'est ça, qui a vu des trompes d'eau et tout dans la nuit, dans le froid. Mais vous, je sais que vous savez que la Saint-Élion, au-delà de ça, c'est bien sûr l'ensemble des sourires que vous avez vus sur les visages et surtout cette joie et cette fierté immense que de franchir la ligne d'arrivée d'une Saint-Élion. On l'espère pour vous sur cette ASICS Saint-Élion. Pour cela, on vous a préparé un plan d'entraînement pour non seulement franchir la ligne d'arrivée, mais également être capable de le faire
dans de bonnes conditions. Et c'est notre coach Thomas Laure-Blanchet qui me rejoint maintenant, qui nous a préparé tout ça. Avec Thomas, dans quelques minutes, bien sûr, on va l'évoquer. Je vous parlais de 4 amateurs éclairés tout à l'heure. Eh bien, l'un d'entre eux, c'est tout simplement Quentin. Quentin qui me rejoint également. Bonsoir Quentin. Quentin avec qui on évoquera son expérience personnelle. Puis je pense que Quentin, il a déjà pas mal de questions à poser au coach, comme vous pouvez le faire également. J'insiste une nouvelle fois, mais n'hésitez pas dès maintenant. Vous n'hésitez pas à poser vos questions et on les relaiera bien sûr en direct. Vous avez peut-être des questions également sur votre équipement, le choix de votre équipement. Là, c'est notre coach technique qui est présent avec nous ce soir. C'est Laurent qui fera office de coach technique et qui nous parlera de l'équipement dans quelques minutes. On va commencer avec toi, Thomas. Thomas, pour celui qui ne te connaît pas, j'aurais tendance à te résumer en une seule phrase. C'est le premier champion du monde de trail. Parce que oui, champion du monde, on se le disait pendant les répétitions, ça reste. Mais premier, ça marque le coup. Premier, ça marque forcément une carrière et ça marque finalement une époque parce que bon, c'était en 2009. Le trail commençait un petit peu à s'organiser, un petit peu à être plus, on va dire plus global dans les participants. Et puis finalement, j'ai continué. Ça a été une belle ligne sur le CV. Après, à côté de ça, il y a les courses des Templiers, il y a les courses aux États-Unis. Une carrière finalement, c'est fait des hauts et des bas. Et l'idée, c'est que j'étais à une époque où finalement c'était peut-être plus facile de durer longtemps par rapport à un peu moins finalement de compétition dans l'année. Bon, écoute, on s'est fixé un challenge, Thomas. On a essayé de résumer ça en 30 secondes. Oui. Donc, Thomas Laure-Blanchet, sa vie, son œuvre, c'est maintenant tout de suite en vidéo. Bonjour, je suis Thomas Laure-Blanchet. Je vais vous accompagner tout au long de la saison dans le cadre de votre préparation à la ASICS Saint-Élion. On va se retrouver régulièrement pour parler conseils coaching, santé, nutrition. Donc affûtez vos mollets et on s'y met très vite. J'ai un lien tout particulier avec la marque ASICS puisque c'est avec elle que j'ai gagné mon 4e titre au Templier en 2013. C'est une marque dans laquelle je me reconnais complètement puisque le principe Anima Sana in Corpore Sano me convient complètement en tant qu'athlète et également dans ma partie professionnelle. On est sur le pont Raymond Barre, on a la Altony Garnier en visu. Quand vous en serez là, vous touchez au but. Je vais vous accompagner dans votre projet. Je serai à vos côtés jusqu'au bout pour faire que votre ASICS Saint-Élion se passe dans les meilleures conditions. À bientôt. Alors, ça, c'était cool, Thomas, parce que non seulement on t'a découvert, mais en plus, pour certains, on a découvert aussi ce que signifie ASICS. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est cool, c'est important. C'est un bel acronyme. Voilà, c'est un très bel acronyme. On vous encourage bien sûr à revoir la vidéo de Thomas qui vous l'explique. Thomas, ce pont Raymond Barre, c'est le but ultime parce que quand on est sur le pont Raymond Barre, on a en visuel les lumières de la Altony Garnier. Tout est fait, c'est le moment de se refaire une beauté à ce moment-là. Voilà, on peut commencer à se coiffer, on se passe l'éponge sur les mollets. Non, c'est vrai qu'une fois qu'on en est là, c'est un peu... L'expression c'est que du bonheur, oui, mais on en a quand même un petit peu, entre guillemets, galéré avant. Mais clairement, c'est fait partie je trouve, des belles lignes d'arrivée. Bon, je rappelle que je fais la bise à l'ensemble d'entre vous quand vous franchissez la ligne d'arrivée. Essayez de vous nettoyer un petit peu la boue sur le pont Raymond Barre. Vous pensez à moi, vous faites une petite beauté. J'embrasse tout le monde, garçons, filles, barbus, etc. Il n'y a aucun problème, ce sera avec grand plaisir de vous retrouver. Pour pouvoir atteindre ce pont Raymond Barre, pour pouvoir atteindre bien sûr cette Altony Garnier, il faut s'être entraîné, il faut s'être préparé. On est tous différents. On a choisi, nous, du côté de l'ASICS Saint-Élion 2021, de choisir 4 profils, 4 amateurs sur 4 distances différentes. Ils sont vraiment représentatifs de l'ensemble de celles et de ceux qui nous regardent. Voilà, l'idée de ces 4 amateurs, c'était 4 amateurs. Oui, voilà. Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Attends. De ces 4 amateurs, c'était effectivement d'avoir des ressemblances avec finalement l'ensemble du peloton. Donc, je pense que quiconque dans le peloton pourra s'identifier à ces personas et qui fera que on dira je suis un peu comme lui, je suis un peu comme elle, et en fait on a choisi ces 4 amateurs dans une stratégie, plusieurs distances, plusieurs objectifs, plusieurs niveaux de pratique. L'idée générale, c'est comment finalement, en s'identifiant à ces amateurs-là, je vais pouvoir réussir à suivre le plan d'entraînement en essayant d'arriver dans les meilleures conditions après la ligne.
après la ligne. On va les découvrir, ces 4 amateurs qui seront présents avec nous sur la ligne de départ. Il y a Pierre, Pierre qui est un trailer de la région parisienne. Pierre, il est sur la version 23 km. Pierre, son challenge, c'est tout simplement de montrer qu'il n'y a pas d'âge pour faire une Saint-Élion et qu'on peut aller au bout d'une Saint-Élion à 58 ans de mémoire pour Pierre. C'est un beau challenge. Pierre, on t'attendra sur la ligne d'arrivée de la version 23. Sandrine, elle est sur la version 46. Pour Sandrine, de mémoire, c'est une découverte, bien sûr. Son objectif, c'est de terminer cette synthé sur la version 46. Sarah sur la version 78. Sarah a un profil intéressant parce que certaines et certains d'entre vous ont tout simplement déjà fait des synthés sprint, puis une synthé express, puis enfin se sont dit je vais m'aligner sur une synthé Lyon. Donc c'est un profil intéressant de quelqu'un qui a franchi tous les paliers avant de se fixer comme objectif d'atteindre cette version 78 km de la ZIC Saint-Élion 2021. Et puis Quentin. Quentin, lui, est un coureur relativement confirmé. On va revenir dans quelques minutes d'ailleurs sur les différents niveaux avec toi, Thomas. Et Quentin, il nous fait le plaisir d'être présent avec nous ici. Quentin, si je dis coureur confirmé déjà, c'est clair, tu l'es? Ça fait quelques années maintenant que je fais du trail. Après, confirmé, je pense que oui, c'est le bon terme. Et moi, je vais te poser une question, Quentin. C'est pourquoi avoir choisi la ZIC Saint-Élion? Alors, je l'ai fait en 2019 sur le format 45 km sur la Sainte Express. C'était une course qui était assez difficile par rapport aux conditions, par rapport au fait qu'on part dans la nuit. Mais c'était une super expérience. J'ai franchi la ligne d'arrivée avec un pote et avec mon père. Donc du coup, j'ai envie de remettre ça, mais sur un format un peu plus long cette année. Bon, alors Quentin, eh bien, tu seras aussi notre candidat ce soir. N'hésite pas au niveau des questions. Vous non plus, vous n'hésitez surtout pas au niveau des questions parce qu'on va aborder maintenant la séquence plan d'entraînement avec Thomas Laure-Blanchet. Il va nous falloir quelques explications sur ces plans d'entraînement. Thomas, tout d'abord, bien sûr, la première porte d'entrée pour télécharger son plan d'entraînement, c'est la distance. Alors c'est la distance, effectivement. On ne s'improvise pas sur une distance dont on n'a jamais émis le doute de pouvoir la finir. L'esprit, c'est on se projette sur un objectif réalisable. Donc voilà, l'idée, il n'y a pas de distance meilleure, non, il y a des distances adaptées par rapport à ses contraintes de vie, ses contraintes professionnelles, ses capacités d'entraînement. Donc effectivement, la première porte d'entrée, comme tu le dis, Eric, c'est quelle distance je vais choisir dans cette progression de mon entraînement. Bon, alors dans ce plan d'entraînement, il y a la distance, c'est le premier paramètre. Et puis il y a un second paramètre qui est le niveau. Alors le niveau beginner, le niveau débutant, je le connais bien, c'est le mien, donc j'ai pas de souci avec ce niveau-là. Par contre, pour les deux autres niveaux, là, je vais avoir besoin d'explications parce qu'il y a intermédiaire et expert. Quand est-ce que je suis intermédiaire? Quand est-ce que je suis expert? Je dirais que la différence entre les deux niveaux va venir essentiellement de la capacité à pouvoir organiser son temps consacré à la pratique. Le niveau intermédiaire, on est sur 4 entraînements par semaine. Le niveau expert, on est sur 5 entraînements par semaine. La plus-value de l'un par rapport à l'autre, effectivement, quand on s'entraîne un peu plus sans se blesser, on a des chances quand même d'être un petit peu meilleur à la fin. Mais c'est encore une fois l'empilement des séances qui va faire qu'on progresse, et c'est surtout l'assimilation. Donc des fois, ça ne sert à rien de vouloir absolument faire 5 entraînements pour risquer finalement de se blesser. Donc le niveau intermédiaire, je dirais qu'on peut, comme à la base le socle est commun entre intermédiaire et confirmé, on peut des fois faire une semaine à intermédiaire et une semaine, quand on a un peu plus de temps, basculer dans l'expert. Bon, moi je vais traduire pour vous ce qu'il est en train d'expliquer. Ça veut dire que si vous êtes expert, vous voulez vraiment faire un temps, les gars, il y a une case, elle est tout à droite, elle n'est pas compliquée, c'est expert. Si vous êtes quelqu'un qui court tranquille et qui a envie de pouvoir faire quelques écarts aussi de temps en temps, la case intermédiaire, elle est bien aussi. Oui, elle est intermédiaire. C'est ça. Non, mais voilà, typiquement, Quentin est sur un profil complètement expert, entre guillemets, par rapport à sa capacité à pouvoir se projeter sur une ligne d'arrivée avec des petites ambitions. Avec des petites ambitions. Je crois des petites ambitions. Mais je crois que le coach a déjà des grosses ambitions pour Quentin. Mais on y reviendra dans quelques minutes. Coach, il faut m'expliquer quelque chose aussi par rapport aux pictogrammes qui apparaissent sur ce glossaire. Il y a notamment cette petite pile qui apparaît à laquelle est associé le mot intensité. Comment je me sers de cette petite pile? Alors, le niveau intensité, en fait, c'est comment, à quelle vitesse je vais courir. Le niveau intensité, on a 5 intensités de base qu'on a distinguées par rapport à une facilité de vocabulaire. En fait, quand on commence à parler de vocabulaire, de physiologie en course à pied, il y a beaucoup de termes associés et c'est compliqué de s'y retrouver quand on n'a pas forcément trop aguerri. Je vais t'embêter 10 secondes, oui. Thomas. Tu peux me le traduire tranquille? Tu sais, on dit souvent, tu cours tranquille, tu peux parler. À partir du moment où tu peux me le refaire rapidement? Alors, nous, on a 5 intensités. I1,
I2, footing, allurien, bah, je vais vraiment très tranquillement et je peux avoir une discussion avec argument. J'ai une discussion intelligente. Okay. Voilà. Le deuxième, j'ai un argument, mais je réfléchis parce qu'il faudrait qu'il soit assez pointu pour pas que j'ai à contre-argumenter. Okay. Le niveau 3, on est sur une discussion où finalement, quand je discute, bon, ben, c'est plutôt du oui-non, éventuellement quelques mots. I4, c'est oui-non. I5, je ne peux pas parler. D'accord, donc 4 et 5 on oublie parce qu'on va continuer à discuter. Nous on rappelle pour les plans d'entraînement, il y a un truc super important, c'est que certains ont déjà téléchargé, il y en a qui commencent demain. Exact. C'est-à-dire le dernier soir où tu peux te faire, c'est ce soir. Demain matin, c'est ce soir, ouais. Après, compliqué. 9 juillet, ouverture des boîtes, c'est compliqué. Ça va être très très compliqué. Non, attends, plus sérieusement, je peux faire un petit écart comme ça ? Oui, non, mais à un moment donné, voilà, faut vraiment que le plan d'entraînement serve de guideline général. On n'est pas personne et athlète professionnel sur la ligne de la Saint-Élion. L'idée générale, c'est que plus je vais faire des écarts, bah, moins je m'entraîne. Donc après, il ne faut pas avoir trop d'ambition sur la ligne de départ. Oui. Mais quand vous avez plus d'écarts que de jours d'entraînement, bon, c'est compliqué. Mais les écarts font partie finalement de la vie de l'athlète et de la vie de quelqu'un qui souhaite c'est-à-dire faire de la course à pied dans de bonnes conditions, dans un cadre santé. Voilà, Quentin, quelques écarts quand même. De temps en temps, un mariage au mois d'août, par exemple. Comment je fais pour faire attention ? Le tien, super. Je vais faire un petit écart, mais bon, c'est vite fait, c'est juste le mien. Je rappelle qu'on avait eu une demande en mariage, d'ailleurs, du côté de l'orga, il faut qu'on prenne des nouvelles. On avait eu une demande en mariage, je ne sais pas si ça s'est finalisé. Si tu es, toi, là, en direct sur Facebook Live avec nous et que c'est toi qui avais fait ta demande en mariage sur la ligne de départ, tu n'hésites pas à nous mettre un petit mot. On a hâte d'avoir des nouvelles. Ce plan d'entraînement, Thomas, il se décompose. Alors, moi, je vais suivre scrupuleusement ce qui est écrit, mais en face, il y a des mots un petit peu plus complexes pour moi. Il y a ce qu'on appelle des blocs. Oui. On va commencer par le bloc développement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les blocs, ça veut simplement dire c'est des cycles. C'est-à-dire que c'est des moments, finalement, des grandes thématiques qui vont revenir régulièrement au fil de l'année. Et le bloc développement, en fait, c'est un bloc qu'on met en début de plan d'entraînement. Et ce bloc développement, c'est fait pour améliorer les qualités physiologiques qui vont nous servir dans le cadre de notre objectif. Typiquement, ça va être un développement d'endurance, un développement d'allure de course. Et tout ça va venir finalement s'empiler. Et encore une fois, bien prendre conscience que c'est l'empilement des séances qui fait la progression. Ce n'est pas une séance prise isolément qui va finalement servir de progrès et de critères de progrès. Donc le bloc de développement, en général on est parti sur des 3 semaines de bloc de développement et 1 semaine d'assimilation. Alors justement, il y a un bloc assimilation. Ce bloc assimilation, il y a un truc qui me parle, moi, c'est la récupération. Oui, c'est la digestion. C'est ça. Là, je suis bien là. Dans l'assimilation, effectivement, on va digérer un bloc de travail de 3 semaines qui est relativement conséquent. C'est normal d'arriver finalement à la fin de ce bloc de 3 semaines un petit peu émoussé parce que derrière, on a une récupération programmée. Ce qui est intéressant, c'est que sur un plan d'entraînement, c'est qu'on programme de façon, on essaye d'être au plus juste, mais on essaye de programmer les moments où finalement ça va être plus intéressant de récupérer pour assimiler, digérer ce bloc de travail. Bon, ensuite, un petit mot sur le bloc spécificité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le bloc spécificité, c'est des entraînements qui vont être en lien avec les spécificités de votre objectif. Les spécificités de votre objectif pour la Saint-Élion, c'est la longueur de la course, c'est le terrain de la course et c'est le paramètre effectivement nuit. Donc ça peut être intéressant finalement dans ce bloc spécifique de faire quelques entraînements, pourquoi pas la sortie longue, pourquoi pas les entraînements un petit peu de navette en côte de nuit. Bon, alors, priorité à l'actu, Thomas. Avant qu'on évoque le dernier bloc, c'est priorité à l'actu, c'est priorité pour vous et c'est priorité à Tom via email. Tom, il a une question. C'est vrai, Tom. C'est quelqu'un qui a l'air très, très organisé, hein, Tom. Il n'y a aucun jour spécifié dans les plans d'entraînement. C'est pas écrit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Comment je fais pour m'organiser ? Je cours quel jour ? Alors, effectivement, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de jour, parce que en fait, c'est lié en fait à votre organisation personnelle. Le jour, courir le lundi, courir le mardi, ainsi de suite. Je dirais que c'est pas forcément c'est le rituel du vendredi soir. Mais l'idée, je vois pas du tout de quel rituel tu parlais, Thomas. Non, et alors, la meilleure des stratégies, c'est justement que ça colle au mieux à votre organisation de vie.
Okay, donc quel jour? On a 5 entraînements pour la partie expert et on organise. Ça peut être lundi, mardi, je récupère le mercredi parce que je m'occupe de mes enfants. Jeudi, vendredi, je suis un peu plus disponible. Et puis le samedi, dimanche, ce samedi-là, je sors, je suis peut-être pas trop disponible, mais je ferai ma sortie longue le dimanche. Ok, donc ça permet une certaine latitude pour pas trop se prendre la tête non plus. On n'a pas parlé du bloc pré-compétition, préparation. Alors le bloc pré-compétition, c'est le bloc en amont de la compétition, qui est associé finalement à un petit bloc d'assimilation et à un bloc en fait de ce qu'on appelle le tapering. Tapering, ça veut dire j'optimise mes qualités musculaires avec je diminue mon volume de course, et je garde de l'intensité pour arriver dans les meilleures conditions sur la ligne de départ. Ok, je diminue mon volume de course pour avoir un peu de fraîcheur, quoi. Exactement. Ok, avoir un peu de fraîcheur. Encore priorité à l'actu, c'est Guillaume qui nous pose la question via Facebook. Pour Guillaume, bien sûr, il y a du renforcement musculaire dans les plans. Je pense que Quentin a fait un petit peu de renforcement musculaire. On disait, tu fais un peu de renforcement musculaire, Quentin, il essaye de se rassurer. T'en fais toi un peu parce que... T'en fais parce que moi non, mais t'en fais, Quentin. Non, on a eu la chance d'échanger avec Thomas et il nous a donné quelques petits tips. Bon. Thomas, les tips, qu'est-ce que je fais comme exercice? Les tips, en fait, ce qu'il y a, c'est que le renforcement musculaire va être intéressant dans plein de cas. Ça va être finalement réussir à optimiser un potentiel musculaire existant, parce que finalement, le trail, à la grande différence d'une course sur route, c'est que finalement, le potentiel et le capital musculaire doit être plus important que sur la route. On diminue notre risque de blessure et finalement on optimise le temps. C'est-à-dire que le renforcement musculaire va vous permettre finalement d'avoir les mêmes effets que si vous avez fait beaucoup de dénivelé et que ça vous a pris 3 heures. Avec du renforcement musculaire très ciblé pendant un quart d'heure, 20 minutes, vous allez avoir à peu près les mêmes effets adaptatifs au niveau des tissus. Les exercices, ils sont multiples. Mais avec le live, avec Quentin et les 3 autres amateurs éclairés, on avait mis en place effectivement des exercices simples qui peuvent être un peu de ce qu'on appelle des squats bulgares, qui peuvent être intéressants, qui peuvent être aussi un peu d'exercices de pliométrie. J'essaye d'imaginer le squat bulgare, parce que je vois le squat, donc j'essaye d'imaginer le squat bulgare. Non, après, ce qui est marrant, c'est surtout de l'imaginer en train d'essayer de le faire avec l'iPhone pour leur montrer. Ça, c'était plus marrant. Mais le squat bulgare, donc c'est un exercice qui est intéressant parce qu'il va avoir comme activation le quadriceps et les fessiers. Après, on va faire pas mal d'exercices de type pliométrie qui, justement, là, vont permettre des adaptations tissulaires similaires à une grande sortie avec beaucoup de dénivelé. Quentin, on avait mis quoi d'autre comme exercice? Il y a des fentes, il me semble. Ah ouais, les fentes avant, fentes arrière. Ça, c'est la marque, voilà. Quentin. Je sais pas pourquoi il y a des fentes. Il y a des fentes, il me semble. Et les fentes, font partie aussi des exercices qui peuvent être intéressants. Peut-être qu'après, ça fera partie effectivement des exercices qu'on pourra distiller un petit peu au fur et à mesure. Mais la partie renforcement musculaire, l'idée, c'est de faire des exercices que l'on maîtrise. Okay, parce que le but, c'est de maîtriser l'exercice pour pouvoir charger. Okay, quand on fait un exercice, une fois qu'on le maîtrise et qu'on est capable de faire 20, 30, 40 répètes, l'intérêt, c'est plutôt de faire le même exercice avec un poids supérieur à son poids de corps. Ok, merci pour la réponse. J'ai une question de Quentin. En fait, il n'osait pas te la poser. Ouais. Voilà, c'est qu'en fait, il s'est dit, le coach, il va me fracasser. Quentin, il s'est dit, si je rate une séance, qu'est-ce que je fais? C'est ruiné, je repars à zéro, qu'est-ce qui se passe? Alors, rater une séance, c'est... T'as vu, Ouais, il a été bon. J'ai un copain qui... Ah oui, excuse-moi, j'ai un copain qui... Je rate une séance. Non, je rate une séance, en fait, c'est pas grave. En fait, l'idée, c'est de... Cette séance, elle n'est pas faite. On évite d'essayer de la refaire et de recourir derrière une autre stratégie où j'empilerai finalement en fin de semaine des séances que j'ai pas pu faire en début de semaine. C'est pas grave, elle n'est pas faite. Si c'est de façon ponctuelle, c'est pas grave, je la fais pas et je me projette sur la suite. Maintenant, si c'est une séance que finalement je me rends compte que sur 3-4 semaines, finalement j'arrive jamais trop à la placer, peut-être que le plan d'entraînement il n'est pas collé à mes contraintes de vie. Donc, peut-être que je suis sur un profil 5 entraînements par semaine confirmé. Peut-être que je peux basculer en intermédiaire. Ça me permettra d'être un peu plus light et que mon entraînement et ma planif ne se transforment pas en sacerdoce. Bon, alors il y a une question de Clément par email. C'est une excellente question. Il s'est inscrit sur la synthé sprint ou la synthétique. Il a vu dans tes plans d'entraînement, d'ailleurs bravo à toi parce que tu l'as observé, que ça ne commençait pas avant la semaine 35, fin août, début septembre. Qu'est-ce qu'il fait en attendant? La bamboula, en fait. Alors, voilà, il en profite parce qu'après c'est parti, après c'est l'armée. Après, voilà. Non, en fait, avance, on est sur un cycle de développement. C'est-à-dire, je me remets à devenir un peu coureur avant d'attaquer le plan d'entraînement.
Donc l'idée, ça serait quoi? Fin août, pendant l'été, je me mets dans une stratégie de je renforce mon corps à pouvoir être compatible avec un plan d'entraînement. Donc le truc numéro 1, c'est déjà d'arriver au plan d'entraînement pas blessé. Non, mais ça, c'est. Non, mais On c'est n'a pas important. parlé de blessure, mais c'est super important. C'est important parce que finalement, en gros, attaquer un plan d'entraînement en étant un petit peu blessouillé, on va un peu au casse-pipe. Donc, je dirais que le meilleur conseil, arriver au moins le plus frais possible. Bon, d'autres questions, Quentin? D'autres questions? Effectivement, tu avais d'autres questions par rapport à d'autres épreuves. Ouais, j'avais par exemple une course prévue ce week-end ou une course prévue au mois d'octobre. Comment est-ce que je peux l'intégrer dans mon plan d'entraînement? Alors, l'idée, c'est que la course de préparation, comme son nom l'indique, elle sert à préparer un objectif. Par exemple, à Saint-Élion, souvent, les gens, c'est rare des gens qui viennent à la Saint-Élion pour préparer une autre course. La Saint-Élion est un objectif en soi. Donc, les courses qu'on peut mettre avant la Saint-Élion sont simplement des étapes intermédiaires pour s'aguerrir davantage, pour que finalement la Saint-Élion puisse vraiment répondre, pour répondre au rôle d'objectif particulier. Donc, quand tu as une course de préparation, un objectif secondaire, tu l'intègres au même titre qu'une sortie d'entraînement et tu l'enlèves à une rando-course de prévu. C'est ta rando-course. Okay, alors effectivement, la rando-course avec le dossard, on n'est pas forcément dans une allure très footing et très endurance, mais voilà, après ça peut être adapté avec peut-être la course de préparation, mais c'est surtout la semaine post-course de préparation qui peut mériter d'être un poil allégé. Bon, Thomas, par rapport à toutes celles et tous ceux qui nous regardent là, ils vont forcément trouver quelque chose qui leur ressemble dans les plans d'entraînement? Ouais, normalement, on a quand même 4 plans d'entraînement, 3 niveaux, ça fait quand même 12 possibilités. Voilà, l'idée c'est de suivre aussi sur les réseaux sociaux nos 4 amateurs éclairés parce que finalement, vous allez vous retrouver avec leurs problématiques en lien avec la saison qui s'avance. Donc, normalement, on trouve chaussure à son pied. Bon, on a une question. Toute transition trouvée. Alors, c'était bien, Thomas, mais on a une question. Mais tu sais quoi, on va la garder. Je te la relance. Oh, tu vas me la remettre, celle-là, Thomas. On a une question de Xou via Facebook pour Xou. Il a une question pour celles et ceux qui se préparent sur tapis de course. Alors, moi, ma réponse, Xou, c'est si tu es dans une région où il pleut tout le temps, de toute façon, c'est pas grave. Sur la Saint-Élion, il pleut parfois. Ou sinon, déménage. Je veux dire, viens sur Lyon, il fait tout le temps beau. Non, plus sérieusement, comment on fait pour jouer avec le pourcentage et le dénivelé sur tapis de course? Sinon, il met son tapis de course sous sa douche, pour avoir vraiment un peu un... Exou, envoie-nous une petite vidéo comme ça. N'hésitez pas à faire une petite... Non, faut pas... Électriquement... Non, électrique, arrête. Non, on arrête les conneries comme ça. Un mot, comment je fais pour ajouter du dénivelé? Alors, il y a des tapis qui s'inclinent, mais bon, on va peut-être pas... Alors, si j'ai un tapis simple, je fais quoi, Thomas? Alors, un tapis simple, après, ce qui peut être intéressant, c'est que dans le plan d'entraînement, on a mis des séances en navette, en bosse. Donc, ça peut tout à fait être intégré dans le cadre du tapis de course. Okay, je fais mes 2 minutes en côte, je récupère, ainsi de suite. Donc ça peut être intéressant. Et auquel cas, s'il a un tapis assez performant, on a certains tapis qui montent quasiment entre 15 à 20% de pente. Donc on est quand même presque sur de la pente presque alpine. Donc ça peut être hyper intéressant. Et un truc qui est hyper bien, c'est que ça peut simuler effectivement la sortie longue avec un peu de dénivelé. Qu'on n'a pas forcément envie d'aller parce que la météo n'est pas forcément idéale. Si c'est plat, si j'ai un tapis simple? Alors le tapis simple, je dirais que dans le tapis simple, ce qui peut être bien, c'est de mettre 1% de pente, que ça ressemble, parce que le tapis finalement entraîne et facilite un petit peu la course. Donc on met 1% de pente en général qui est censé reproduire la résistance du vent et les conditions extérieures. Donc on met un petit peu de pente. Après, voilà, si il est adapté à son tapis, il n'y a pas de souci particulier. La mauvaise stratégie, c'est on évite, le corps il déteste 2 choses, le repos trop long et le changement, donc trop rapide. S'il est adapté, il a l'habitude de faire ses footings de récup sur son tapis, aucun problème. Ok, merci pour ces précisions, Thomas. Vous continuez bien sûr à poser vos questions plan d'entraînement. On va basculer avec Laurent sur la version équipement, mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On aura un petit moment encore avec Thomas pour parler de ces plans d'entraînement, mais je vais me tourner vers Laurent. Laurent, on le sait, une Saint-Élion, c'est bien sûr un individu, un athlète, mais c'est aussi un équipement et on connaît l'importance de l'équipement sur la Saint-Élion. On connaît l'importance des chaussures sur une Saint-Élion. Quelles chaussures il faut pour courir une Saint-Élion? C'est quoi la chaussure ASICS Saint-Élion 2021?
Vaste problème. Vaste problème. Vaste problème, vous avez 4 heures, hein, c'est le bac bientôt, donc on a le temps. Non, c'est intéressant parce que la question de la chaussure sur la Saint-Élion, c'est une question aussi vieille que la course. Historiquement, c'était une course sur route qui prenait un peu de chemin et avec le temps, on en prend de plus en plus. Donc pendant très longtemps, la question était bon, je prends des pompes de route et ça devrait passer. C'est plus le cas du tout aujourd'hui puisque un grand pourcentage de la course se passe sur des chemins techniques, voire très techniques. La météo n'est pas forcément très très bonne au début de l'hiver dans les monts du Lyonnais. On part de plutôt bas, on monte plutôt haut à Sainte-Catherine. Les conditions peuvent être rugueuses. On a vu que c'était souvent humide. Ça a été parfois neigeux, souvent froid. Donc le choix de la chaussure, il est important. La course est longue, donc des chaussures qui vont vous permettre d'avoir un niveau de confort et d'amorti jusque sur la fin du parcours qui tape un petit peu avec des longues descentes sur le goudron pour terminer. Maintenant, là, j'ai pas beaucoup répondu à ta question, puisque on va être sur. Parce que tu as évoqué justement qu'il n'y avait pas une chaussure pour la santé. Globalement, quand on choisit une chaussure de trail, on a 3 options. Avec les chaussures qu'on a devant nous ici, quelle que soit la marque, on a des chaussures plutôt minimalistes avec très peu de drop qui font environ 200-220 grammes petit carton, avec petit un drop de 4. Carton, bien sûr, le drop. Le drop. Faut nous expliquer, bien sûr, le drop. Alors le drop, je me permets parce que le drop, c'est ton métier. Ah ouais, en fait, c'est pas que c'est mon truc, c'est que à peu près, donc moi je suis installé à Clermont-Ferrand, je traite beaucoup de coureurs à pied. La question essentielle, c'est oui, je me suis blessé, mais bon, j'ai changé de chaussure et il y a 4 mm de drop maintenant. Et oui. Donc, alors voilà. Donc en fait, le drop, c'est un des éléments techniques d'une chaussure, mais c'est pas forcément un élément fondamental. Alors bien sûr, si vous passez de 12 à 2 mm de drop. Alors explique-nous déjà. Voilà. Ah oui, pardon, le drop. Et oui. Tu veux la définition du drop? Vas-y. Le drop, c'est la pente. La pente, c'est la différence d'auteur entre votre talon et l'avant du pied. Donc ça fait une pente, et cette pente, elle peut être plus ou moins importante en fonction de la hauteur du talon et de la faiblesse d'auteur au niveau de votre avant-pied. Donc là, par exemple, vous avez une chaussure, alors c'est un peu particulier parce que celle-là, elle a ce qu'on appelle un rocker. Donc vous voyez qu'elle est inclinée vers l'avant. Elle a une espèce d'effet un petit peu en U. Donc là, le drop est pas forcément très probant. La Sky, par exemple, a un drop de 4 mm. Donc 4 mm, c'est-à-dire que vous avez 4 mm de différence entre votre talon et votre avant-pied. C'est un des éléments techniques d'une chaussure, mais au même titre que l'épaisseur de semelle, la flexibilité de la chaussure, les technologies de stabilité et le poids. Tous ces éléments-là font finalement font partie des caractéristiques de la chaussure. Donc le drop en fait partie, mais on ne peut pas sortir un élément technique plus qu'un autre. Bon, merci pour cette précision sur le drop. Laurent, je t'ai lancé sur la chaussure par rapport au terrain, mais on le rappelle, il y a aussi le niveau de pratique et le choix de la pratique du trailer ou du coureur sur route qui va s'aligner sur la Saint-Élion. Absolument. Donc pour terminer sur ces 3 types de chaussures qui représentent une gamme, quelle que soit la marque, une chaussure très minimaliste à 220 grammes ou 200 grammes avec un drop réduit de environ 4, une chaussure plutôt couteau suisse qui chez nous s'appelle la Trabuco Light qui est avec un drop de 4 toujours mais avec plus d'amorti et beaucoup de stabilité, et enfin une chaussure qui se rapproche du concept d'oversize avec la Trabuco Max. Donc voilà, on a le choix en ces 3 types de chaussures. Je dirais que pour une Saint-Élion, s'orienter vers une chaussure avec un assez bon niveau de protection, telle que la Trabuco Max, est probablement le choix le plus raisonnable pour la majorité des coureurs. Puisque les autres chaussures ne vont pas faire le travail à votre place. C'est-à-dire que c'est des chaussures minimalistes, réduites en termes de soutien, et il faudra que votre pied fasse tout le travail. Et selon qu'on est athlète de haut niveau et qu'on a un pied très dynamique, avec beaucoup de stiffness, c'est-à-dire d'élasticité dans l'arche de la voûte plantaire, on a quand même besoin de plus d'accompagnement technologique, et on trouve plus d'accompagnement sur une chaussure comme la Trabuco Max ou la Trabuco 9, par exemple. Bon, alors là, on a parlé bien sûr des chaussures. Est-ce qu'il faut faire une chaussure? Est-ce que je peux me pointer sur la ligne de départ de la Saint-Élion avec une paire de chaussures neuves, ou est-ce qu'il faut absolument que j'ai couru 6 mois avec cette paire de chaussures? Alors oui et non. Moi, je suis auprès de l'athlète de haut niveau depuis longtemps maintenant. J'ai eu le plaisir de bosser avec Thomas pendant quelques années. Classiquement, pour les grandes courses,
on prenait des balles neuves. C'est-à-dire que les chaussures qui prennent le départ, n'ont jamais couru. Balle neuve. Voilà, elles peuvent avoir couru la veille sur 20 minutes de ligne droite. Donc, courir avec des chaussures qui ont des mousses réactives, qui ont un soutien efficace, c'est intéressant. Évidemment, on ne va pas changer de concept. C'est-à-dire que si vous courez avec une chaussure plutôt minimaliste à 200 grammes et vous changez la veille de marque pour une chaussure avec beaucoup de soutien type oversize, évidemment, c'est une grosse erreur. Mais si vous restez dans la même marque et le même modèle, oui, les chaussures peuvent être neuves. Et si ce n'est pas forcément la même marque, mais les mêmes concepts, je vous recommande de courir une semaine avant. Mais la chaussure ne va pas se faire forcément à votre pied. Allez, repriorité au direct avec Richard, c'est via Facebook. Richard, il a une question très intéressante sur l'intérêt d'une chaussure Gore-Tex sur une ASICS Saint-Élion. On sent le gars déjà qu'il a peut-être déjà fait et qui a eu les pieds mouillés. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir une chaussure Gore-Tex sur l'ASICS Saint-Élion? Alors, le Gore-Tex, c'est une membrane qui va vous permettre d'être protégé de l'humidité. Ça marche tant qu'on n'est pas les pieds dans l'eau. Le problème, c'est quand on a franchi une rivière ou qu'on a couru très longtemps dans l'eau, le Gore-Tex a plutôt tendance à garder un petit peu plus longtemps que l'eau qu'une chaussure avec un mesh très aéré. Et donc voilà, on est protégé jusqu'à un moment donné où on a un pied qui devient un petit peu lourd. Donc c'est pas forcément une très bonne solution. Dans tous les sports de nature, il faut toujours envisager le poids des objets, le poids du matériel, comme quel est le poids réel de cet objet-là en activité. Donc mes gants, mes chaussures, quand c'est mouillé, ça pèse combien? Un bon produit doit être insensible à l'humidité. Donc il faut que vos chaussures perdent l'eau. Merci Laurent. Alors, c'est toujours priorité au direct. Je sais Thomas que tu as un œil sur l'écran là-bas avec les questions. Elle est pour toi celle-là. Non, je pense qu'elle est pour toi. Ou alors elle est pour Quentin, je ne sais pas. En tout cas, elle n'est pas pour moi. Ça, je peux te le dire. La question de la part de Quentin ici présent, comment je détermine mon allure sur des séances type 4x400? Mais c'est de la natation. Je sais, peut-être qu'il nage. Peut-être qu'il nage. Je sais alors pas. 4x400, je dirais que l'allure, en fait là on peut faire tout et n'importe quoi avec cette séance-là. C'est pas assez long ou c'est trop. Non, là j'ai pas vraiment de réponse à donner à Quentin. C'est pas assez long. C'est pas toi, Quentin, qui en loose day nous a mis cette question. Non, alors le 4x400 finalement. Je sais pas si tu as vraiment l'amateur éclairé, je sais pas si tu as vraiment choisi. Donc 4x400. 4x400, on va dire, y a pas vraiment. La meilleure vitesse, c'est à fond. Parce que 4x400, ça va dépendre du temps de récup entre les 400. Oui, mais c'est l'objectif de cette séance-là. 4x400, je dirais qu'on est sur une stratégie de course, de sprint. Donc l'allure, on va dire, si on prend nos allures à nous, I1 jusqu'à I5, on est sur de l'allure I6, I7, ce qui correspondrait à des allures, ce qu'on appelle anaérobie. Mais là, après, on rentre vraiment dans du pointu. Je dirais que le 4x400, vaut mieux qu'il regarde les plans d'entraînement. Ok, donc continuez à regarder les plans d'entraînement. On vous le rappelle, vous êtes plus de 4500 à les avoir téléchargés. Bon entraînement à vous, Laurent. On va continuer, on a évoqué les chaussures. Le textile est important, en tout cas l'équipement est important. On va commencer par le haut. On dit souvent sur une synthé, une couche, deux couches, trois couches. Combien je dois mettre de couches sur la ligne de départ, Laurent? Oui, c'est important. Juste un point qu'on a oublié, qu'on a esquivé par rapport aux chaussures, c'est la qualité de la semelle, parce que le terrain sur une Saint-Élion est souvent glissant. Donc, je vous recommande d'avoir des chaussures qui ont vraiment un très bon grip, surtout sur les terrains humides. Chez ASICS, depuis l'an dernier, on a une nouvelle molécule qui compose les nouvelles semelles, qui s'appelle ASICS Grip, et qui est vraiment révolutionnaire dans les conditions d'accroche, quel que soit le type de crampon de la chaussure, sur les terrains humides. Beaucoup de marques ont des solutions techniques intéressantes, mais vraiment faites attention à l'accroche. C'est vraiment important au niveau de la sécurité, de la stabilité et de la fatigue. C'est bien que tu l'aies précisé, effectivement, pour éviter certaines blessures et certaines glissades. Et l'accroche, je ne veux pas dire crampon. L'accroche, je veux dire qualité de semelle dans les terrains humides. Bon, alors, on va revenir sur les textiles. Une couche, deux couches, trois couches. Je mets combien de couches au départ, Laurent? Assurément 3. Sauf si on est élite.
sur aimant 3, une couche de protection, enfin à 2 ou 3 je dirais. C'est évident qu'on a vu des images un petit peu rugueuses. J'espère que les conditions ne seront pas aussi rugueuses en 2021 qu'elles l'étaient sur la dernière édition. Mais il faut bien s'attendre quand même au niveau de Sainte-Catherine, au cœur de la nuit, au moment les plus froids, si c'est un petit peu humide. Donc il faut se protéger. L'hypothermie, ça arrive vite en trail running, surtout la nuit, où la machine est un petit peu ralentie en termes biologiques. Donc une veste étanche avec un assez bon niveau de protection à 10 000 Schmerber, des choses comme ça. Attention à des coutures qui soient collées, qui assurent un vrai niveau de protection et qui aussi permettent de perdre la transpiration, parce qu'une veste qui vous protège, dans laquelle vous suez, eh bien, va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que vous allez perdre beaucoup d'eau, vous allez vous refroidir parce que vous allez garder l'eau en descente. Donc des produits en 2 couches ou 3 couches pour le haut, qui ont une capacité de protection, une veste qu'on va mettre ou qu'on va enlever, qu'on n'aura peut-être pas forcément au départ, qu'on va peut-être remettre qu'à l'arrivée ou inversement, et des tissus qui perdent l'eau, des tissus qui sont hydrophobes. La punchline de Laurent, c'est ne pas garder l'eau. Oui, absolument. C'est vraiment la problématique des gens qui se couvrent trop, donc ils accumulent de l'eau sur le corps. Et ça a plein d'effets absolument incroyables. C'est-à-dire qu'il y a plus, par exemple, plus de convection. C'est-à-dire qu'on ne se refroidit plus parce que le tissu plein d'eau n'assure plus le rôle de convection. Donc c'est assez dramatique. Donc protégez-vous aussi la tête et les mains, puisqu'on sait que la plus grande quantité d'énergie et de calories est perdue par les mains et par la tête. Donc protégez-vous, même si les conditions vous paraissent douces. Quentin, tu as déjà choisi ta tenue pour la ZIC Saint-Élion 2021. Elle est déjà soigneusement pliée quelque part ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Bah, écoute, je pense que les conseils de Laurent tombent au bon moment. Pour vous aussi qui nous regardez à l'occasion de ce Facebook Live, essayez de bien retenir l'ensemble de ces conseils. Pour le bas, moi j'entends souvent sur une Saint-Élion, on peut même la courir en short si on le sent. C'est moins important pour les membres inférieurs? Oui, absolument. Il y a bien moins de déperdition calorique au niveau des jambes. Donc on peut courir avec du court en bas, soit un cuissard, soit un 3/4, soit un short. Et je dirais que plus on court vite, moins on est sensible au refroidissement, c'est-à-dire que plus on va garder un haut niveau métabolique de fonctionnement, donc on va produire de la chaleur. C'est pour ça que les élites devant sont très très peu habillés, mais parce qu'ils ont le cœur très haut et parce qu'ils produisent beaucoup de chaleur. Si on va doucement et qu'on marche et qu'on va rester longtemps dans la nuit des Monts du Lyonnais, il faut être plus protégé. Donc si on court, oui, on peut courir en court. Si on va courir un peu moins vite et si la nuit est froide, plutôt du long, c'est plus intéressant. On peut aussi mettre du court avec des protections et de l'huile de protection, ça fonctionne assez bien. Bon, une question pour toi, Thomas, via les réseaux. Elle est de Baptiste via Instagram. Thomas, tu échanges quand avec tes 4 amateurs éclairés? Et comment est-ce qu'on peut suivre les conseils que tu vas donner aux 4 amateurs éclairés? Parce qu'on vous le rappelle, ils vous ressemblent et ils sont des modèles peut-être pour vous dans les conseils également. Comment est-ce que nos auditeurs peuvent suivre tout ça? Eh ben, en fait, on va régulièrement, je crois que c'est une fois par mois, on va faire un live avec nos 4 amateurs qu'on va mettre sur les réseaux, dans lesquels en fait finalement on pourra échanger. Alors ce sera beaucoup moins somptueux que ce soir, mais on sera quand même dans une stratégie où globalement tout le monde posera ses questions des 4 amateurs et vous pourrez finalement en fait vous identifier à ces questions. Il n'y a pas de questions bêtes, je le dis à mes 4 amateurs, mais il n'y a pas de questions bêtes parce qu'en général quand elle est bête, il y a quelqu'un qui aurait voulu la poser. Effectivement, donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Si on n'a pas le temps d'y répondre ce soir, eh bien de toute façon vous aurez une réponse personnelle de Thomas Laure-Blanchet. Il s'y engage. Tu appelles donc l'ensemble des concurrents de la santé tous les matins. Oui, tous les matins. Tous les matins, je fais la le totale listing, pour les 4500. Il y a un petit peu de boulot. On n'a pas parlé alimentation, hydratation. Un petit mot sur ces éléments importants parce que la Saint-Élion, c'est long, sauf pour certaines fusées qui vont la faire très rapidement. Pour certains autres, il faudra être attentif à l'hydratation. On va commencer par toi, Thomas, sur l'hydratation. Voilà, attentif à l'hydratation, ça veut surtout dire ne pas se mettre dans un canevas très rigide avec des erreurs que finalement j'avais pu faire au début parce qu'il y avait plein de choses qu'on ne savait un peu moins que maintenant. Mais trop boire, en fait, est plus nocif que moins boire. On est sur une course quand même fin novembre. On a
en ce qui concerne la déshydratation, on est quand même un peu plus light que si la course était mi-juin. Quoique on a eu un sacré beau mois de juin. Mais la surhydratation est finalement beaucoup plus nocive que pas assez boire. Donc la stratégie qui voudrait que je mets un timer et toutes les 10 minutes je me force à boire, ça c'est clairement contre-productif. On rappelle que ça tombe pas forcément toujours au bon moment. En plus, ça tombe pas forcément au bon moment. En termes de parcours, etc. Donc le meilleur conseil qu'on pourrait donner sur l'hydratation, surtout quand on parle de trail, donc en général on a tout le matériel hydrique sur soi. Okay, camelback, les ceintures, les fioles, et ainsi de suite. Donc, je dirais que quand vous avez soif, vous buvez. Et puis, quand ça tombe pas, que vous avez envie de boire, vous ne buvez pas. Donc, ça, c'est à peu près le meilleur conseil qu'on pourrait donner sur l'hydratation. Faire confiance à sa soif. Quentin, tu es comment, toi, par rapport à l'hydratation? Tu es du genre timé, régulier ou Non, c'est plutôt, comme disait Thomas, ouais, quand j'ai soif. Peut-être des fois plus dans les montées. Qu'en descente pour éviter la chute, mais vraiment plus quand j'ai soif. Bon, et puis comme tu le disais Thomas, il y a moins de déshydratation au mois de novembre sur une Saint-Élion. Souvent il suffit de lever la tête et d'ouvrir la bouche que sur certaines autres courses. On parle alimentation, Laurent, pendant quelques secondes. L'alimentation, on sait que c'est une problématique intéressante, importante en trail et toujours délicate. C'est délicat dans le sens où c'est des représentations qui ont beaucoup évolué depuis, je dirais, les 5 dernières années. C'est allé vraiment très très vite. Oui, il faut manger sur une Saint-Élion, c'est long, il fait nuit, il fait souvent froid, ça peut être humide. Maintenant, il y a manger et manger. La problématique dans la nutrition à l'effort aujourd'hui, c'est l'indice glycémique. C'est que les gens ont tendance, quand ils veulent manger, à vouloir faire trop bien les choses et à prendre en particulier des gels qui ont des charges glycémiques très très importantes. Et si on part sur une Saint-Élion qui va durer par exemple 7 heures, et si on prend un premier gel au bout de 30 minutes, parce que c'est parfois conseillé dans la littérature ou dans les magazines, on se retrouve avec l'obligation de manger du gel pendant 8 heures. Et ça, c'est compliqué. Donc oui, on aura besoin de gel, on a besoin d'un petit peu d'eau, Tom le disait, mais on n'en a pas besoin de tant que ça, parce qu'on ne chauffe pas tant que ça. Et puis on était sur le banc des mêmes écoles avec Thomas et on nous expliquait, il y avait un test qui s'appelait le test d'Astrand, et quand on perdait 2% de son poids de corps, on perdait 20% de rendement. Alors, ça, et on sait que c'est absolument faux, quoi. J'ai jamais trouvé cette source, mais c'est fou. Ouais. Donc voilà, on a tous été un petit peu éduqués comme ça, et maintenant on voit que quand on est déshydraté, en fait, on est plus léger, donc on va plus vite, sans aller dans l'extrême. Oui, puis c'est une adaptation à l'effort. Absolument. La déshydratation fait partie d'une optimisation de votre organisme à une activité physique supplémentaire. Donc c'est parfait. Donc buvez, mais buvez pas trop, et mangez, mais mangez pas trop, et surtout sur la course, essayez de l'envisager comme quelque chose qui va durer 8 heures, et coupez-la en 3 tiers. Et si vous pouvez éviter le premier tiers du temps de consommer des aliments avec un IG trop important, donc des sucres trop rapides, vous aurez beaucoup de bénéfices à ça, vous aurez moins d'aversion pour le sucre après. Donc les solutions de remplacement sont pas manger beaucoup les premiers tiers de course, ça peut être un cas. Les élites ne mangent pas du tout pendant le premier tiers de la course. Ils boivent un petit peu, c'est tout. Ensuite, si vous mangez des choses assez basiques comme de la banane, de la pomme ou des barres de nutrition sportive, mais avec un IG très très bas. Et puis gardez les gels et les boissons énergétiques très fortement dosées en sucre pour la dernière partie de la course, où là, vous serez full gaz, sachant que quand vous avez commencé à prendre un gel, vous êtes condamné à en prendre un toutes les 45 minutes, mais ça peut être très bien dans les 4 dernières heures, par exemple. Bon, on a parlé équipement, on a parlé alimentation. Je voudrais juste avoir un point sur le mental et sur le moral. J'ai évoqué cet après-midi avec un coureur. On l'a, le moral. Il me disait, j'ai parlé avec personne durant mes 78 km de course. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose sur la Saint-Élion quand j'ai franchi la ligne. Échanger avec les autres coureurs, ça peut être quelque chose d'intéressant, d'important. Il y a des moments où on a le moral dans les chaussettes sur certains murs.
Alors, le trail, je dirais que c'est des espèces de petits moments de vie. On a forcément des hauts, des bas. Comme dans la vie, sur 20 ans de vie, on a forcément des moments où ça va mieux que d'autres. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est quand ça va pas, c'est pas grave, ça va pas durer, mais ça marche aussi malheureusement dans l'inverse. Quand ça marche, t'inquiète, ça va pas durer. Donc c'est normal de devoir échanger sur ces... Tu l'as pas rassuré. Quand ça va, t'inquiète, ça va Non, pas je durer. comprends vraiment ce qu'il dit. Ouais. Non mais voilà, l'idée c'est vraiment se dire, ok, bah c'est pas grave, mais oui, mon but, j'ai un truc dans le viseur, c'est ma ligne d'arrivée. Ben, ça va pas top, ben, c'est pas grave, je fais en sorte de calmer le jeu, de discuter, de prendre plaisir et de s'inscrire vraiment dans le moment présent. Le moment présent, qu'est-ce que je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui m'a animé d'être sur cette ligne de départ. J'ai choisi cette course parce qu'elle me faisait plaisir, parce qu'elle répond à des questions que je voulais auxquelles je voulais répondre. Et voilà, tout simplement, voilà, l'idée c'est que j'ai 8 heures de ma vie qui va être consacrée à la Saint-Élion, bah, j'essaye de faire en sorte qu'elle se passe le mieux possible. Maintenant, si on peut discuter avec les autres, c'est pas mal aussi. Hein. Tu sais quoi, le speaker de la Saint-Élion, là je parle de moi, la troisième, ça craint quand il dit toujours on court toujours pour quelqu'un ou pour quelque chose. Vous allez trouver la réponse pendant le parcours de la Saint-Élion. Messieurs, je voudrais un truc pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Le truc ultime pour terminer la Saint-Élion. Je vais commencer par Laurent. Le truc ultime, le truc à pas oublier, le truc à garder en tête pour terminer la Saint-Élion, franchir la ligne. C'est quoi le truc? C'est quoi qui fait la différence, Laurent? Y penser longtemps à l'avance. C'est un gros rendez-vous. Il faut que votre cerveau il ait le temps d'enregistrer la commande. Se lancer sur une épreuve d'ultra-endurance, que c'est de l'ultra-endurance, 70-80 bornes à pied. Si vous décidez une semaine avant, même si vous êtes talentueux, et même si vous avez des capacités, même si vous êtes volontaire, à un moment donné, votre cerveau va vous dire « mais qu'est-ce que tu fais là quoi? C'est quoi cette histoire? Moi, je ne suis pas prêt. » Donc, la programmation mentale, mais il n'y a rien de très scientifique là-dedans. Hein. Vous savez que vous êtes engagé sur la course, et pendant 6 mois, à tous les moments, enfin tous les jours, il y a une petite lumière qui va se mettre en veille en disant dans 6 mois, il faudra que tu sois prêt. Et voilà. Et donc anticiper les choses sans se stresser, mais voilà, l'anticipation dans l'ultra-endurance, ça permet au cerveau de structurer les choses. Et du côté de l'organisation, vous êtes bien sûr en cela parce que on vous donne régulièrement des nouvelles sur les réseaux sociaux. Donc pour ça, c'est intéressant. Tous les matins, tous les 2 jours, vous n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour avoir quelques nouvelles de la course. Ça vous permet d'être dans le bain. Le truc de Thomas Laure-Blanchet. Moi, je dirais bien dormir l'avant-veille. La veille, de toute façon, vous dormirez pas bien. Donc, mais l'avant-veille, profitez d'avoir une belle qualité de sommeil. Faites en sorte d'aménager votre vie autour pour que cette nuit-là, vous soyez le plus reposé possible. Il y a Thomas, plein de choses. Tu pourras nous le rappeler en novembre parce que ouais, là, je vous le dirai. Je te rappelle. Tu me le remettras. Je te le redis. Mais l'idée, le sommeil, c'est une des clés de la récupération et de l'assimilation. On sous-estime réellement les puissances du sommeil et les puissances de récupération et d'assimilation de ce sommeil. Donc l'avant-veille, une belle qualité de nuit, ça peut vraiment aider à bien vivre sa Saint-Élion. Parce qu'on rappelle, c'est quand même un départ de nuit. Oui. On passe une nuit globalement agitée. Hein. Voilà, c'est juste un truc pour ceux qui l'ont pas encore réalisé, qui tombent sur le Facebook Live, qui sont inscrits. Tu sais, ça arrive des fois. Je veux dire, mais voilà. C'est de nuit quand même. Hein, je vous le dis. Non, ce que j'adore, je vous le dis, hein, c'est les gens à qui on a fait cadeau d'une inscription et qui ne savent rien jusqu'au dernier moment. Là, vous n'êtes pas là, vous, mais sachez que sur la ligne de départ, il y en aura qui sont arrivés avec des potes et qui ne savent absolument pas ce qu'ils vont faire pendant toute la nuit. Et les potes les ont inscrits sur 78 bornes de nuit. Ils passent toujours une nuit extraordinaire. C'est la magie du trail. C'est la magie. Quentin, on a révisé avant, tu te souviens, je te demandais ton truc et toi la réponse c'était suivre les conseils du coach et tout. Ouais, faut bien se préparer comme disait Laurent. Là on a 6 mois pour se préparer. Thomas le disait aussi, il y aura des moments qui seront difficiles et plus l'entraînement aura été difficile, plus l'entraînement on aura accumulé des séances, et plus pendant la course on va se dire j'ai pas fait ça pour rien et je veux aller jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout, parce que c'est l'objectif, on le rappelle, hein, pour nombre d'entre vous qui êtes en train de nous regarder maintenant. Vous avez peut-être encore plein de questions, elles vous viendront peut-être demain matin. Hein, voilà, on est tous plus ou moins rapides. Donc demain matin, vous avez une question, vous n'hésitez pas à la poser. Et on vous le rappelle, Thomas Laure-Blanchet vous appellera personnellement pour vous donner la réponse. Donc, merci à vous, c'était très cool, messieurs, de passer un moment avec vous. Je pense qu'on a été informatif avec l'ensemble d'entre vous qui nous regardiez à l'occasion de ce Facebook Live
en cette année 2021 pour préparer cette ASICS Saint-Élion 2021. Merci à toi Thomas Eric. pour ta dispo et puis bon courage hein, pour le coaching. Oui, bah écoute, surtout pour les matins, c'est long. Hein. Tous les matins, ça va être Tu long. vas bosser. Quentin, bonne chance à toi. Ouais, merci. Tu suis le plan du coach quand même, Quentin. On va s'entraîner, ouais. Voilà. Et on se revoit sur la ligne d'arrivée. On va se voir sur la ligne de départ, mais on se verra sur la ligne d'arrivée. Quentin. J'espère. Ça sera avec plaisir. Et merci à toi, Laurent, pour tes conseils éclairés. Eric. Merci. Parce qu'on le rappelle, bien sûr, la ZIC Saint-Élion. C'est une course pour amateurs éclairés que vous êtes. On a plein de rendez-vous à vous donner avant le départ de cette Saint-Élion pour bien vous préparer. Les prochains rendez-vous en cette année 2021, bien sûr. Chaque fin de mois, le suivi de votre entraînement avec le coach. Le mercredi 6 octobre, la présentation officielle des parcours. La reconnaissance officielle, ce sera le dimanche 17 octobre. Du 1er au 15 novembre, les derniers petits conseils et les astuces avant la course. On se retrouvera les 26, 27 et 28 pour le salon du trail running ASICS Saint-Élion et pour la course, bien sûr. Et puis n'oubliez pas, le mardi 30 novembre, ce sera important. C'est une nouveauté dans le cadre de cette ASICS Saint-Élion 2021. C'est bien sûr la récupération. Ce sera avec Thomas pour la récup, bien récupérer de sa Saint-Élion. C'est important, bien sûr, pour envisager, pourquoi pas, d'autres challenges. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Ce sera avec un grand plaisir que de vous retrouver pour nos prochains rendez-vous en visio, mais également bien sûr sur la ligne de départ. En attendant, vous vous préparez bien, vous êtes sérieux et puis on se retrouve avec grand plaisir au départ de la ZIC Saint-Élion 2021. Salut à toutes, salut à tous, merci à vous.